Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de votre journal. La première édition d'African Digital Week se tient en ce moment. Une tribune choisie par le ministre Bruno Nabagné-Koné pour annoncer que la Côte d'Ivoire intègre pour la première fois le top 10 de l'indice de développement des TIC publié par l'Union internationale des télécommunications. Amédée Kofi Kwaku, le ministre des Infrastructures économiques, lui annonce qu'en ce qui concerne les routes et l'eau potable, l'État a mobilisé plus de 858 milliards de francs CFA cette année 2018 pour le bonheur des populations. Et puis en sport, les éléphants enregistrent une nouvelle défaite 2-0 au Maroc. C'est une nouvelle désillusion après la non-qualification pour le Mondial 2018. 2 matchs, 2 défaites pour la Côte d'Ivoire qui se voit éliminée de la 5e édition du CHAN à Marrakech. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 de l'indice de développement des TIC et le tableau de la transformation numérique est plus que reluisant ces 6 dernières années. Ces mots sont du ministre de la Communication. Bruno Nabagné-Koné les a prononcés à l'African Digital Week dont la première édition se tient depuis mercredi ici même à Abidjan. Reportage Davis Oyo dans un commentaire de Serge Collier. Après une journée scientifique meublée par des échanges entre experts, African Digital Week ouvre officiellement ses portes ce jeudi. Cet événement, tourné vers la promotion des nouvelles technologies, vient renforcer les efforts déployés ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant dans le classement de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour vous en dire rapidement un mot, c'est plus de 30 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, contre 16 millions en 2011, pour une population de 25 millions d'habitants à peu près. Nous dénombrons 17 millions d'abonnés à l'Internet, principalement à l'Internet mobile. Nous en avions que 200 000 en 2011 avec les solutions filaires de l'époque. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3,5 millions de Facebookers. Nous enregistrons 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile, pour un niveau de transaction évalué à ce jour à 17 milliards de francs CFA par jour. Toutes ces évolutions ont permis à notre pays, depuis novembre 2017, et pour la première fois, de figurer dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC, publié par l'Union internationale des télécommunications. Cette rencontre des professionnels du milieu est l'occasion pour les exposants d'échanger avec les amateurs du secteur. Le digital, qui était un concept assez important, vraiment change le monde. Change le monde et donc la transformation est au cœur des États pour leur évolution vers le numérique. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau du digital, au niveau des États, qui sont notamment la mise en œuvre d'une stratégie digitale, la modernisation de l'action publique. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'artisans ou beaucoup de populations qui ont envie de vendre ou promouvoir des produits, mais qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas la possibilité de le mettre en ligne. Nous avons donc le site sanlishop.ci, qui est une des premières plateformes en Côte d'Ivoire qui permet de faire la promotion du produit Made in Côte d'Ivoire. Une possibilité donc pour les artisans de participer à faire évoluer leurs activités. Le monde de la transformation du numérique regorge de nombreuses opportunités pour les jeunes. Exemple frappant, Souleymane, développeur d'applications dans une boîte de la place qui a pu s'intégrer dans le climat socio-professionnel. Grâce à l'informatique aujourd'hui, je travaille dans une jeune entreprise qui fait la promotion de jeunes talents et je suis aussi ici présent à ce salon. C'est déjà une grande première de l'African Digital Week pour représenter en fait notre entreprise et faire la promotion de nos produits. Cette tribune d'African Digital Week ambitionne d'être un rendez-vous incontournable dans le monde du numérique en Afrique. Les échanges entre les différents panélistes seront capitalisés pour une meilleure transformation digitale dans tous les domaines d'activité en Afrique.
Lida Kwasi Moïse et ses 3 autres co-accusés viennent d'être condamnés chacun à 15 ans de prison ferme. La justice a rendu son verdict ce jeudi dans le cadre du procès de l'ex-ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État. À la barre depuis le 15 janvier pour se prononcer sur les faits qui leur sont reprochés. Les arguments apportés par les accusés et leurs avocats n'ont pu convaincre le collège de jury qui a confirmé les charges contre eux. Face à la décision qui a été rendue au terme de ce procès, les avocats entendent se pourvoir en cassation. Ils ont au maximum 5 jours pour le faire. Autre information de taille, plus de 13 500 km de voies seront construites ou réhabilitées cette année. Les populations auront aussi de l'eau potable. Pour réaliser tout cela, l'État a mobilisé un budget de plus de 858 milliards de francs CFA. Les précisions de Francis Boifo. Des 858,8 milliards de francs CFA mobilisés pour faire face aux urgences dans le secteur des infrastructures économiques cette année, 108,8 milliards ont été affectés aux projets en cours dans le secteur de l'eau potable et 750 milliards consacrés à la réalisation de 21 projets routiers. Nous avons donc environ 78 000 km de routes en terre. Nous avons pris l'engagement qu'en 2018, nous allons traiter environ 40 000 kilomètres de routes en terre, donc les populations ivoiriennes verront que la plupart des routes en terre seront donc praticables, donc on pourra donc écouler facilement les productions. On a environ 4500 km de routes bitumées, la plupart de ce réseau sera donc rénové. Le chef de l'État, dans son message de fin d'année, a souhaité que la côtière soit réhabilitée, donc surtout transformée en une autoroute. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Amédée Kofi Kouakou réaffirme la volonté du gouvernement et de son département ministériel d'offrir des infrastructures de qualité aux populations. Des ponts et plus de 13 650 km de voies construites et réhabilitées en 2017. Concernant l'eau potable, 13,1 milliards de francs CFA ont été décaissés pour rénover et construire des infrastructures hydrauliques. Il est prévu les mois à venir le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable pour un financement de 719,1 milliards de nos francs déjà acquis selon le ministre des Infrastructures économiques. Depuis le 1er janvier 2018, un décret fixant les conditions d'implantation des unités en dehors des zones industrielles est entré en vigueur. Youssouf Ouattara, le directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, était aujourd'hui face aux journalistes. Il leur a donné des détails sur la conduite de l'opération d'identification et d'immatriculation de ces unités industrielles. Le témoignage de Cheikh Koné. Selon les estimations de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles à jeudi, environ 1000 unités industrielles sont concernées par l'opération, au nombre desquelles des brasseries, des boulangeries, des imprimeries, des industries cosmétiques installées pour la plupart en zone urbaine. Beaucoup d'opérateurs se sont installés sans vraiment un suivi. En initiant ce décret d'enregistrement et d'immatriculation de ces opérateurs, ça va nous permettre de les connaître. Non seulement qui ils sont, où ils sont, et quelles sont les conditions minimales qu'ils ont prises pour s'installer. Ces entreprises ont 12 mois pour se conformer aux dispositions du dit décret. Au terme de l'opération d'identification et d'immatriculation, une commission leur délivrera une attestation d'enregistrement moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 25 000 francs CFA. Celles dont la dangerosité de l'activité est avérée seront contraintes de relocaliser leur activité dans une zone appropriée. Youssouf Ouattara a par ailleurs appelé les actions de rationalisation, d'optimisation et de réhabilitation engagées par son administration sur les zones industrielles déjà opérationnelles. Les projets de réhabilitation se poursuivent. Après la zone de Yopougon réhabilitée à hauteur de 25 milliards de francs CFA, les études pour la réhabilitation des zones de Koumassi et Vridi sont estimées à 298,5 millions de francs CFA. Pour la nouvelle zone industrielle d'Abidjan à Coupé-Zeudi PK24, l'état d'avancement des travaux d'aménagement des 62 hectares est satisfaisant, selon le directeur général de l'AGEDI. Il y a eu l'aménagement d'une zone d'urgence viabilisée aujourd'hui, où il y a le revêtement bitume, où il y a les candélabres qui sont déposés, les réseaux d'assainissement. À la date du 22 décembre 2017, sur cette nouvelle zone, 49 opérateurs ont reçu des actes d'attribution. 2 entreprises sont déjà en activité et 11 autres sont en cours de construction.
Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, des grands chantiers pour 2018 sont connus. Il s'agit de la lutte contre l'incivisme, le renforcement et la protection des parcs et réserves. La ministre Anne-Désirée Ouloto dit vouloir contribuer à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le reportage de Grace Kando. Orientation de la politique environnementale et de la salubrité en 2018. C'est autour de ces 2 points qu'a tourné la rencontre de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable avec ses collaborateurs. Pour Anne-Désirée Ouloto, les grands chantiers entamés par son département ministériel en 2017 se poursuivront en 2018. En ce début d'année, nous pouvons ensemble et à juste titre nous poser certaines questions. Contribuer à améliorer le cadre de vie de tous les citoyens et assurer leur bien-être afin de favoriser la cohésion sociale? Devons-nous amorcer la promotion d'une économie responsable, sociale et solidaire? Que devons-nous faire pour protéger l'environnement en préservant la qualité du cadre de vie et les équilibres écologiques? 2017 s'est achevé également avec des acquis pour le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre des réformes institutionnelles qui a vu la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et la mise en place d'un cadre réglementaire permettant de lutter contre les nuisances sonores dans les zones d'habitation. Il est vrai que des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de nos activités en 2017 et ces difficultés sont relatives notamment à la qualité et à la quantité des ressources humaines qualifiées, à l'insuffisance de sensibilisation des populations et aux incivilités de plus en plus importantes, à la faiblesse du système de veille et de contrôle et de répression et à l'insuffisance des ressources financières, matérielles et logistiques. Un comité ministériel pour la promotion des principes et des valeurs du développement durable au sein du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a été installé. Venons-en maintenant au lancement des activités de l'initiative Cacao Forêt, lancement qui a eu lieu ce jeudi ici à Abidjan. L'État a 23 industriels du cacao et 23 industriels du cacao donc s'engagent à travailler à la restauration du couvert forestier ivoirien qui est estimé aujourd'hui à plus de 3 400 000 hectares contre 16 millions au début des années 60. Initiative Café Cacao est donc un vaste projet dont la réalisation devrait aussi permettre à l'État de lutter contre les changements climatiques. On en sait plus avec Francis Boifou. L'État et 23 industriels du cacao se donnent 5 ans pour évaluer l'initiative Cacao Forêt, un projet dont le but est de reconstituer le couvert forestier ivoirien, actuellement de 3 400 000 hectares, contre 16 millions les années 60. Le projet a démarré ce jeudi avec des engagements. Nous avons décidé de travailler sur l'intensification de la production du cacao afin de libérer plus d'espace et de produire plus de cacao sur beaucoup moins d'espace. La deuxième chose, stopper la production du cacao dans les parcs nationaux et les réserves. Nous sommes entendus sur le développement de modèles d'agroforesterie qui lieraient la production du cacao à la plantation des arbres. La réalisation de l'initiative Cacao Forêt nécessite entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an, soit plus de 200 milliards à mobiliser sur 5 ans. Les partenaires financiers ont déjà pris des engagements, l'engagement de nous soutenir, mais nous n'allons pas tendre la main. Nous allons aussi faire nos propres efforts et avec des financements innovants, nous allons faire en sorte d'avoir les moyens de notre politique. L'État a besoin de 1 000 milliards de francs CFA pour financer la politique forestière nationale et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous serons naturellement aux côtés du ministère des Eaux et Forêts pour apporter notre soutien, notre concours et notre appui également technique dans la mesure où nous avons en charge donc la protection de l'environnement de façon générale. L'initiative Cacao Forêt vise à reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien dans 10 ans.
Je vous conduis à présent à Pokoukwamekro, sous-préfecture de Galébré, c'est dans la région du Go. Là, les cours dans les salles de classe de fortune, c'est fini, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Et pour cause, la fondation Didier Drogba est passée par là. Elle vient d'offrir une école primaire de 7 classes, plus un bureau pour le directeur et 2 logements pour les enseignants. Herman Niamien, de retour de Pokoukwamekro. Voici les bâtiments qui servent de salles de classe aux élèves de l'EPP Pokoukwamekro dans la sous-préfecture de Galébré dans la région du Go. Ces baraques de fortune ont été construites par les habitants du village pour soulager les enfants qui parcouraient environ 10 km de piste pour se rendre à l'école dans un village voisin. Même si une solution a été trouvée à la question de la distance, un autre problème demeure cependant. Située à proximité de la broussaille, cette école expose quotidiennement enseignants et apprenants aux reptiles. Il n'y a pas longtemps, on était en train de faire les répétitions là derrière et on a reçu la visite d'un serpent. Vraiment, il a fallu qu'on se précipite pour vraiment l'achever. Voilà, donc en tout cas, c'est un peu dur. Les 3 enseignants, tous des bénévoles, ont en charge 2 classes chacun. Le matin, d'abord, je fais le cours avec les élèves de CM2, puisque c'est les mêmes classes, CM et CM2. Mais après, quand je finis avec les élèves de CM2, j'attaque immédiatement les élèves de CM1. Ces 6 ans de galère sont désormais un lointain souvenir. La fondation Didier Drogba et ses partenaires viennent d'offrir une école primaire entièrement équipée au village. Elle comprend 7 classes, dont une classe de maternelle, plus un bureau pour le directeur et 2 logements de 4 pièces chacun pour les enseignants. De quoi rendre heureuse toute la population du village. Avoir même l'école et le site, mais je me suis retrouvé quelque part, soit à Cocody, parce que tellement que c'est bien construit, c'est bien fait. Remettant les clés aux bénéficiaires, le donateur Didier Drogba et ses partenaires ont souligné que ce geste vise à offrir une égalité de chances à tous les enfants, en leur permettant d'apprendre dans de meilleures conditions. Voir aujourd'hui cette école sortir de terre, c'est vraiment une fierté et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. En leur donnant l'accès à l'éducation, peuvent devenir le moteur et les personnes influentes de notre futur, du futur de la Côte d'Ivoire. Les populations ont profité de l'occasion pour faire des doléances, entre autres la réhabilitation de la voie d'accès au village, la construction d'un dispensaire et surtout l'adduction en eau potable du village. Après l'école, la meilleure récompense, c'est d'être casé. Alors, quels sont les débouchés de l'enseignement technique? Ici à Abidjan, pendant 2 jours, élèves, enseignants et populations sont attendus au lycée technique de Cocody pour visiter les stands. Des journées portes ouvertes sont donc organisées pour rapprocher l'enseignement technique et la formation professionnelle du grand public. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sephora Zegui et Grace Kondo pour les précisions. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui ignorent encore l'existence de centres de formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Ils sont également nombreux à ignorer l'immensité des débouchés qu'offrent ces centres de formation technique et professionnelle. La formation professionnelle est même une solution à l'immigration clandestine. Parce que si ici, tu as une formation professionnelle, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, tu ne chercheras pas à passer par la Libye pour aller en Europe de façon clandestine. Parce que ici même, avec tes 10 doigts, tu peux réaliser quelque chose qui va faire que tu seras autonome demain. Selon Touré Mamadou, secrétaire d'État chargé de ce secteur éducatif, l'enseignement technique et professionnel est sinistré. Historiquement, l'enseignement technique et la formation professionnelle n'a pas toujours été sinistré dans notre pays. Malheureusement, à partir des années 80, avec les effets conjugués des crises des matières premières et de la conjoncture internationale, nous avons un secteur qui n'a plus bénéficié d'attention particulière. Le ministre annonce une somme de mesures prises par le président de la République pour améliorer l'existant. Il s'agit donc de remettre à niveau le plateau technique de nos centres de formation professionnelle. Un vaste programme de remise à niveau du personnel enseignant de notre dispositif sera aussi une priorité de notre département d'ici 2020. La plus grande innovation que nous allons apporter, c'est de faire en sorte que l'implantation des établissements de formation professionnelle d'enseignement technique dans nos régions
soit en cohérence avec l'environnement économique donc, de nos différentes régions. Le grand public est invité au lycée technique de Cocody pour y visiter des stands dressés par les élèves et étudiants. Construction métallique, mécanique automobile, charpenterie, couture, hôtellerie et électronique sont entre autres les filières enseignées dans les établissements techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. L'exposition s'étend sur 2 jours. Le chiffre du jour, c'est 393. Ils sont au nombre de 393, ces militaires et gendarmes, appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Dans le cadre du plan épargne-retraite mutualiste auquel ils ont tous adhéré, ils viennent de recevoir du fonds de prévoyance militaire un chèque d'1,704 milliard de francs CFA. Abou Sanogo. 1,704 milliard de francs CFA. C'est le montant exact du chèque remis par le Fonds de prévoyance militaire à 393 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers, admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2017. Ces bénéficiaires font partie de ceux qui ont mis leur confiance en l'assurance complémentaire entraide de fin de carrière et plan épargne mutualiste du Fonds de prévoyance militaire. La somme reçue va leur permettre de subvenir à leurs besoins en attendant le versement de la pension retraite. Il est vrai que vous êtes à la retraite depuis le 31 décembre 2017. Mais n'oubliez pas que vous tendez vers le 3e âge du foisonnement de tous les petits mots. Le FPM vous offre toujours la possibilité de demeurer membre affilié de son régime maladie. Je vous invite donc à poursuivre le paiement de vos cotisations. Militaires retraités, vous qui avez bien compris que pour profiter sereinement de sa retraite, sans avoir à compter chacune de ses dépenses, il était indispensable de faire des efforts d'épargne dès le début de sa carrière. Aujourd'hui, vous serez récompensés. Votre comportement a valeur d'exemple pour tous ceux qui sont encore en activité. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale. Créé en 1992, il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. Un mot de religion maintenant, et pour en parler, je vous amène à Bouaké. Sur place a eu lieu la 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sur le thème « La cathédrale au service de la fidélité à l'Évangile ». Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké. La messe d'ouverture de la 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniassou. Saint-Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui devance le Christ dans l'annonce de l'Évangile. Ce choix pour marquer la communion entre les évêques et le peuple de Dieu. Dans son homélie, le président de la conférence, qui en était le célébrant, a invité les Ivoiriens à l'union des cœurs et des esprits, seule condition d'un développement humain intégral et solidaire. Au moment même où la Côte d'Ivoire s'engageait dans le processus de la réconciliation, après la dure crise qu'elle a connue, ne peut que nous inviter à rechercher avec ténacité la réconciliation des cœurs. Je crois donc nécessaire pour notre pays que l'engagement déjà pris soit renforcé à l'invitation du pape pour une véritable réconciliation, chemin d'une paix solide et durable. Monseigneur Bessi a surtout demandé à tous d'être des artisans de la réconciliation, qui est une voie étroite mais sûre et qui débouche sur une paix durable. L'Assemblée chrétienne a été invitée à la table sainte de l'Éternel pour l'alliance nouvelle et éternelle. La semaine sera aussi marquée par plusieurs visites, notamment à la prison civile, à l'hôpital Saint-Camille et à la léproserie de Maninko.
Ayant débarqué au Maroc pleine d'ambition, la Côte d'Ivoire est tombée de haut au CHAN 2018. Après avoir été battue 1-0 par la Namibie pour son entrée en lice, l'équipe d'Ibrahim Kamara s'est inclinée ce jeudi devant la Zambie 0-2. Si les éléphants ont montré une grosse envie dès le coup d'envoi de la partie, ils sont aussi rapidement allés chercher le ballon au fond de leur filet suite à une réalisation matinale d'Augustine Moulenga dès la 8e minute. Après avoir emballé les 5 premières minutes de jeu avec Manassé, Sanogo Vieira et Togimel, d'abord à la 2e minute, et ce pénalty ou non de Fonsigno, les éléphants assistent impuissants au réveil des Chipolopolo dès la 8e minute sur ce contre bien mené qui trouve à la finition Augustine Kabasso Moulanga. 1-0. Au moment de la réaction ivoirienne, c'est plutôt une équipe de Côte d'Ivoire hésitante et peu sereine, avec un jeu haché qui a continué de subir la pression zambienne. La pause intervient sur cette avance des Chipolopolo. À la reprise, le 11 de Kamara Ibrahim semble avoir bien compris les consignes avec ce beau coup franc de Brou Manassé à la 48e minute, bien capté par le portier zambien. L'inexpérience des Ivoiriens va encore permettre aux Chipolopolo de trouver la faille dans la défense passive des éléphants. Et sur un exploit personnel, Moulanga inscrit son doublé à la 74e minute. Les carottes semblent déjà cuites pour la Côte d'Ivoire. Et malgré quelques changements, le jeu n'évoluera pas. 2-0 score final. La Côte d'Ivoire rate son CHAN et ne verra pas les quarts de finale, sauf miracle. Pendant que les éléphants se faisaient laminer à Marrakech, les présidents de clubs réunis au sein de la majorité silencieuse, eux, réfléchissaient sur la crise qui secoue la FIF. Cela dans le but de ramener la paix au sein de la fédération. 48 présidents de clubs sur les 81 clubs et organisations reviennent donc de la rencontre à Grand Bassam, rencontre à laquelle a assisté notre reporter Oda Legbe, reporter donc de RTI Sport. Depuis la défaite de l'équipe nationale de football face à l'équipe du Maroc et la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018 en Russie, certains présidents de clubs réunis au sein du G42 ont demandé la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et son comité directeur. 48 autres présidents réunis au sein de la majorité silencieuse se sont manifestés. Ils ne s'opposent pas à une médiation pour la paix au sein du football ivoirien, mais tiennent à faire part de leur point de vue sur cette crise. Les présidents des clubs réunis soutiennent le maintien du président de la FIF et de son comité exécutif jusqu'au terme de leur mandat légal. Les présidents des clubs réunis encouragent les réformes nécessaires pour le développement du football ivoirien. Le porte-parole du groupement des présidents de clubs pour la paix, Blegbaï, s'est également exprimé. Je demande personnellement pardon à mes collègues que je ne veux pas appeler dissidents. Pour moi, ils sont mécontents. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. On a un seul objectif, ramener la paix dans notre maison commune. C'est par défaut de communication que le groupe des présidents de clubs s'est fissuré. Les 76 clubs ont promis se retrouver pour débattre du football ivoirien. Commençons l'actualité internationale par le Zimbabwe où l'élection est prévue dans 5 mois environ. Puis nous irons au Kenya où l'opposition veut investir Raila Odinga le 30 janvier prochain. En Europe, la tempête Eleanor vient de faire 6 morts. C'est le tour du monde en 1 minute et 29 secondes. La crise politique au Kenya n'est toujours pas terminée. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu en août, mais la Cour suprême avait annulé le vote. Un nouveau scrutin en octobre avait confirmé la victoire du chef de l'État. L'opposition ne reconnaît pas le résultat de cette longue séquence électorale ayant entraîné de nombreuses violences et une fracture dans la société. L'opposition menace d'organiser le 30 janvier une prestation de serment de son leader Raila Odinga, un choix qui fait craindre de nouveaux affrontements dans le pays. Dans environ 5 mois, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader Robert Mugabe. Annonce faite par le président Emmerson Mnangagwa qui se trouve actuellement au Mozambique pour une visite officielle. Il a souligné qu'il fera tout pour que le Zimbabwe ait des élections libres, crédibles et équitables afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'État démocratique qualifié.
Une tempête venue de la mer du Nord a provoqué de nombreuses perturbations en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. La tempête Eleanor secoue le nord de l'Europe depuis début janvier. Des centaines de vols annulés. Le trafic ferroviaire grande ligne était complètement suspendu ce jeudi en Allemagne, aux Pays-Bas à cause de cette tempête qui a déjà fait 6 morts. En Allemagne, de nombreux passagers sont bloqués dans les gares. Des écoles et crèches sont aussi restées fermées dans l'ouest du pays. En France, quelques 3000 familles étaient toujours privées d'électricité ce jeudi dans le nord du pays. Et puis la RTI a rendu un hommage à Touré Sanga, un dernier hommage donc. Touré Sanga décédé le 28 décembre dernier. La levée de corps de l'ancien directeur de RTI 1 a eu lieu ce matin, suivi de la messe de Requiem, puis de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Les qualités de professionnels, d'hommes de foi et surtout de travailleurs consciencieux ont été soulignées. Directeur général, collaborateurs et agents du groupe RTI ont tenu chacun à dire adieu à Touré Sanga Marie, qui repose désormais à jamais au cimetière de Williamsville. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et à tous les agents de la RTI, mais qui sont toujours à la tâche pour vous servir. Bonne nuit à vous tous sur la chaîne qui rassemble.